À 2 heures du matin, le 9 avril, le ciel du Golfe s'ouvrit de nouveau en flammes. Moins de 24 heures après le premier bombardement, les États-Unis lancèrent leur deuxième offensive majeure, cette fois avec précision et vengeance. Le réseau radar des Houthis, déjà affaibli par l'attaque précédente, était sur le point de disparaître complètement. Depuis les ponts de l'USS Roosevelt, les premiers missiles Tomahawk rugirent dans l'obscurité, traçant des cicatrices blanches sur l'horizon. En quelques secondes, les explosions illuminèrent la côte comme une chaîne de lanternes. Leurs cibles, des postes de commandement, des antennes radar et les restes d'un dépôt de missiles que les Houthis avaient dissimulé sous une raffinerie abandonnée. Mais cette fois, les Américains n'étaient pas seuls. Du nord, une escadrille de B-2 Spirit émergea des nuages, volant plus haut que tout missile ennemi ne pouvait atteindre. Chaque bombardier furtif transportait un présent mortel. La GBU-57, un pénétrateur massif conçu pour effacer les bunkers de la carte. À 3h20 du matin, la Terre trembla pendant près d'une demi-minute lorsque les bombes atteignirent leur cible. Les officiers du renseignement à bord de l'USS Gettysburg confirmèrent la destruction de 3 sites de défense aérienne cruciaux. Pour la première fois du conflit, les Houthis étaient effectivement aveugles. À l'aube, les F-35C du groupe aérien du porte-avions décollèrent vers le ciel. Leur mission, éliminer tout lanceur mobile survivant avant qu'ils ne puissent riposter. Grâce à leur revêtement absorbant les ondes radar et à leur système de visée interconnecté, ils traversèrent la brume matinale comme des ombres au croc d'acier. En 10 minutes, les 2 lanceurs avaient disparu. Pourtant, les Houthis n'en avaient pas fini. Lorsque le soleil se leva sur la côte dévastée, un groupe d'échos radar apparut sur les écrans du CIC du Truman. Des dizaines de drones, rapides et volant à basse altitude. Les opérateurs comprirent aussitôt qu'il s'agissait de la riposte. C'était le moment que les Houthis réservaient pour leur dernière carte. La bataille pour le contrôle du Golfe n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. À peine 24 heures s'étaient écoulées depuis l'attaque contre le Gettysburg que la marine américaine se retrouvait face à une nouvelle tempête. Cette fois, c'était au tour de l'USS Roosevelt d'affronter la contre-offensive désespérée des Houthis. À 2 heures, les opérateurs radars du Roosevelt commencèrent à détecter une activité électronique inhabituelle juste au-delà de l'horizon. Ce qui semblait d'abord être une interférence banale se transforma bientôt en une attaque de guerre électronique à grande échelle, conçue pour aveugler les capteurs du navire. Mais le centre d'information de combat du Roosevelt n'était pas étranger à ce genre de tromperie. En quelques minutes, l'officier de guerre électronique bascula sur des fréquences de secours, redirigeant les antennes secondaires du radar SPI-6 pour contrer les interférences. C'est alors qu'ils les virent. Des dizaines de contacts à grande vitesse approchant à basse altitude. Les Houthis repassaient à l'attaque. Contrairement à la nuit précédente, cette fois, il ne s'agissait pas seulement de missiles. Parmi la vague se mêlaient des véhicules aériens, sans pilote, équipés d'émetteurs leurres, destinés à tromper les systèmes de suivi américains. Les Houthis avaient appris. L'officier tactique, le lieutenant-commandant Hayes, ordonna immédiatement la condition de combat 1. Tandis que l'équipage courait à ses postes, les lumières du pont se teintèrent de rouge et le bourdonnement du système de lancement vertical emplit le navire comme un battement de cœur avant la bataille. À 2h13 précises, le capitaine du Roosevelt autorisa la première salve défensive. 6 missiles SM-6 s'élevèrent dans la nuit, laissant des traînées incandescentes un instant avant de disparaître derrière l'horizon. Les traces radars commencèrent à s'éteindre une à une, mais pas assez vite. D'autres signatures apparurent, trop nombreuses pour être comptées. « Ils nous saturent », murmura Hayes en serrant la commande tactique. À ce moment-là, le destroyer USS McFall, naviguant à 2000 nautiques sur le flanc bâbord, rejoignit la défense en lançant sa propre salve de missiles SM-2 pour réduire la marée. Le système Aegis relia les 2 navires, coordonnant les données de tir en temps réel. Mais les Houthis avaient trouvé une faille. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. À l'insu des Américains, les Houthis avaient modifié leurs missiles anti-navires pour voler selon des profils échelonnés, certains à basse altitude,
d'autres plus hauts, obligeant les opérateurs à diviser leur attention. Le premier groupe fut intercepté à 25 000, mais la seconde vague arriva dangereusement près. Un missile réussit à percer le réseau défensif, volant à seulement 15 mètres au-dessus de la mer. Le système d'armes rapprochées, surnommé Reaper, prit vie, crachant 4500 balles de tungstène par minute. Le ciel nocturne devint orange alors que les traceurs désintégraient le projectile, qui explosa à moins de 200 mètres de la proue. L'onde de choc fit trembler le pont, projetant plusieurs marins au sol, mais le Roosevelt resta debout. Cependant, l'attaque n'était pas encore terminée. Les capteurs détectèrent 2 drones de surface approchant par l'ouest. « Déployez les leurs Nulka !» ordonna Hayes. 2 capsules furent tirées depuis la poupe, chacune libérant un leurre électronique émettant de fausses signatures radar. Les drones ennemis changèrent de cap et explosèrent au loin. En quelques secondes, le radar redevint clair. Le silence envahit le centre de combat. L'attaque avait duré moins de 8 minutes, mais elle avait semblé durer des heures. À l'aube, le commandement central des États-Unis confirma que ça avait été la plus grande attaque coordonnée des Houthis depuis le début du conflit. Les analystes du renseignement découvrirent par la suite que l'offensive avait été orchestrée depuis un centre de commandement mobile dans les montagnes côtières. Cette révélation déclencha une réponse immédiate. 2 bombardiers B-2 Spirit décollèrent de Diego Garcia avec des munitions guidées de précision. Leur mission ? Éliminer le réseau de commandement Houthi une bonne fois pour toutes. Alors qu'ils traversaient la zone ciblée en silence radio total, l'équipage du Roosevelt regardait depuis le pont la faible lueur à l'horizon. Quelques secondes plus tard, une série d'éclats silencieux marqua la fin du centre de coordination ennemi. Pour l'équipage du Roosevelt, le matin parut étrangement calme. L'adrénaline s'était dissipée, ne laissant que fatigue et fierté. Ils avaient survécu à l'engagement le plus intense depuis le début de la guerre. Aux étages inférieurs, les ingénieurs réparèrent les dommages mineurs, tandis que le capitaine rédigeait son rapport. Sa dernière ligne disait « L'ennemi a sous-estimé notre détermination. Il ne le refera pas. » Il devint clair que l'adversaire n'abandonnerait pas son réseau de commandement sans s'adapter. Après que les sièges statiques eurent été effacés durant les premiers jours, leurs organisateurs se mirent à bouger, mobiles, dispersés et ingénieusement à faible technologie. Ces nœuds de commandement mobiles n'étaient que des pick-up civils équipés de portants radio et de liaisons satellites, de petites silhouettes qui se confondaient avec le paysage. Difficiles à frapper, faciles à dissimuler et mortels entre de bonnes mains. L'armée de l'air décida d'employer un marteau chirurgical. Fit alors son entrée le GBU-72 Spectre, une munition guidée compacte de 250 livres basée sur un fuselage SDB à faible traînée, mais doté d'un chercheur trimode conçu pour les environnements contestés. Dans son nez se trouvent 3 capteurs complémentaires. D'abord, une matrice infrarouge refroidie à haute résolution capable de distinguer les signatures thermiques des moteurs et de différencier un diesel en marche du bruit thermique ambiant du sol. Ensuite, une antenne radar millimétrique opérant dans la bande 94 GHz qui perce la poussière, la fumée et la brume, offrant une précision au centimètre près contre des cibles dures. Enfin, un canal semi-actif laser permettant un guidage sur un point désigné depuis l'extérieur pour une précision terminale maximale. L'union de ces capteurs permettait aux pilotes de traquer des cibles à travers des tempêtes de sable, des positions camouflées et même des véhicules en mouvement. Les pilotes pouvaient programmer les modes d'engagement avant le décollage ou laisser la munition s'adapter en cours de trajectoire, passant du MMW au guidage laser si un désignateur s'activait sur l'objectif. En l'espace de quelques heures, le paquet d'attaque équipé du Spectre était déjà sur zone. Bas, rapide et silencieux, les avions traversèrent les vallées où avaient été aperçues des colonnes de pick-ups. Après une série d'attaques chirurgicales, les nœuds C2 mobiles flambèrent, leurs mâts d'antenne renversés. Plus tard, le renseignement confirma que de nombreux réseaux étaient pratiquement aveugles pendant les 48 heures suivantes.
Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Mais anéantir des nœuds de commandement n'alimentait que l'improvisation de l'ennemi. Cet après-midi-là, alors que le groupe de porte-avions préparait une seconde série de frappes aériennes, les radars des croiseurs commencèrent à enregistrer des retours erratiques, rapides, bas et en masse. Le chef des menaces ajusta les filtres et comprit qu'il ne s'agissait ni d'oiseaux ni d'éco-parasites. C'était un essaim. Des milliers de petits UAV jetables avaient été lancés depuis des dépôts côtiers et se dirigeaient vers le porte-avions. Le commandant du groupe donna l'ordre immédiat, mettre en l'air tous les chasseurs disponibles et porter la bataille aux drones avant qu'ils n'atteignent les zones d'engagement des armes. Au bout de 40 minutes, le pont du porte-avions vomit des FA-18 vers le soleil, chacun configuré pour l'imprévu. Les nacelles de bombes conventionnelles avaient disparu. Les appareils décollaient avec une charge RR lourde en AMRAAM et des pods centre-ligne équipés des derniers capteurs IRST Block 2. Ces pods IRST, passifs et capables de guidage, offraient une détection infrarouge longue portée et pouvaient transférer des pistes au système de conduite de tir avec des émissions minimales. Pour ce combat, le silence était synonyme de survie. Ce qui suivit fut une guerre d'attrition à micro-échelle. Les pilotes utilisèrent les AIM-120, non pas contre des chasseurs ennemis, mais comme intercepteurs à grande vitesse et forte manœuvrabilité pour les nœuds de l'essaim. Chaque missile capable d'intercepter plusieurs petites cibles ou d'invalider un grappe de drone par fragmentation de proximité. Les IRST, réglés pour détecter de minuscules signatures thermiques, fournissaient des données de tir au-delà du visuel. Les pilotes tiraient des salves d'AMRAAM contre des nœuds denses d'UAV et les voyaient s'évaporer en éclats orangés. Quand les missiles devenaient impraticables, des escadrilles de Super Hornets brûlaient leur post-combustion et traversaient l'essaim, utilisant leurs canons et missiles d'ailes pour créer des couloirs temporaires de sécurité sous les porte-avions. Pendant 7 heures harassantes, l'air au-dessus du groupe de combat fut un tourbillon de métal et de feu. L'aile aérienne du porte-avions exécuta des cycles répétés d'interception, montée, tir, retour à la base, réarmement, lancement, jusqu'à ce que les limites logistiques exigent la prudence. Les chiffres de drones détruits variaient, mais les carnets d'escadrilles dénombrèrent des dizaines de morts confirmés et bien d'autres probables. Le coût fut élevé en carburant et en munitions, mais les porte-avions tinrent bon. Au terme de la journée, les commandants du porte-avions et du commandement de théâtre furent lucides face à l'ingéniosité de l'ennemi. L'essaim avait été résilient et bon marché, contraignant des moyens de haute valeur à dépenser des intercepteurs précieux. Cette paradoxe poussa la phase suivante de la planification: accroître la solution défensive et attaquer le problème en amont. Si les drones étaient peu coûteux et nombreux, la réponse consistait à frapper leurs nœuds de lancement, leurs chaînes logistiques et les bibliothèques électroniques qui les guidaient. Dans les jours suivants, les frappes coordonnées furent conçues non seulement pour dégrader la capacité physique de l'essaim, mais pour sectionner les liaisons de données et l'infrastructure terrestre qui l'animait. La bataille avait été gagnée tactiquement cet après-midi-là, mais la guerre stratégique pour la domination exigerait une campagne soutenue et multidomaine, et les États-Unis avaient déjà des plans pour la mener.